Est-ce qu'on pourrait connaître le nom de la tribu de la réserve? Ici, c'est des montagnais, qui est une partie de la tribu des Cris. Dans l'histoire, il y a les Cris des montagnes et les Cris des plaines. Ici, oui, c'est les Cris des montagnes qui restaient entre le lac Saint-Jean et Chibougamau. On les a appelés montagnais. Oui. Dans l'histoire aussi, on voit une tribu, justement, les Cris qui étaient dans l'ouest. Oui, exactement. C'est les mêmes. C'est les Cris des plaines, ça. Ceux qui appellent les Cris des plaines. Ils parlent la même langue. Et le Cri est une langue de racines, qui part de racines, et ils ont fait des dialectes sur ces racines-là. Si vous faites le tour de la baie d'Hudson, il y a plusieurs tribus d'Indiens qui ont un dialecte un peu différent, mais c'est toujours à base de la langue Cri. Et pourtant, ils vivent tous de la mer, et ils vivent différemment. Entre vous ici, est-ce que vous parlez votre langue? Je parle indien. Et j'espère qu'on va le garder encore longtemps. Oui. De plus en plus, ils vont l'enseigner dans les écoles plus tard. Oui. Est-ce que vous pourriez dire quelque chose en indien pour voir un peu? Ici, le lac Saint-Jean est le plus beau. Si par exemple vous aviez un groupe de jeunes qui veulent connaître ce pays, qui voudraient vraiment connaître en profondeur, qu'est-ce que vous leur conseilleriez? Ces jeunes seraient rendus ici au Canada? Oui, oui, des jeunes qui viendraient ici, qu'ils soient canadiens ou européens, mais enfin qui voudraient vraiment connaître le pays en profondeur, qu'est-ce que vous leur diriez? C'est d'abord de s'emmener des tentes pour pouvoir tenter camper n'importe où qu'ils vont. Puis de ménager leur argent, de ne pas trop acheter de choses qui sont inutiles, parce qu'il y a beaucoup de choses qui seraient utiles pour eux de voir, et avec l'argent on peut y aller, sans argent on peut rien faire. Puis enfin, ça les empêche d'aller voir beaucoup de choses qui pourraient se permettre s'il y avait eu ménager leur argent plutôt qu'acheter des transistors et des choses comme ça. Mm-hmm. Et il y a beaucoup de places où on peut faire des voyages en forêt. Il y a énormément de chemins. Ici, vous pouvez faire 1000 milles en forêt. Et croyez-vous, par exemple, que des jeunes puissent à la fois connaître mieux la nature de la région, au point de vue biologique, et aussi approcher en même temps de la vie profonde des Indiens qui restent dans ce pays en même temps? C'est très, très difficile de pouvoir approcher et surtout de comprendre les Indiens. C'est très, très difficile parce que aussitôt qu'il arrive quelqu'un qui n'est pas de leur race, ils se ferment. Voyez-vous, ils vont répondre à vos questions. Souvent, ils ne la comprendront pas, la question. Et vous ne comprendrez pas leur réponse non plus. Parce qu'ils ont une raison pour dire une chose, et vous avez une raison pour poser une question. Ça ne se rencontre pas du tout. Parce que la vie indienne, il n'y a pas de hiérarchie dans la vie indienne. Tandis que dans les Blancs, il y a tellement de classes que, vous savez, ça ne peut pas se comprendre. C'est impossible. Est-ce un peu par méfiance qui ferait... je crois beaucoup par méfiance, parce qu'ils ont tellement été spotés qu'actuellement, vous savez, ils se méfient de tout. Mais avez-vous des exemples quand même de compréhension profonde entre des Blancs et des Indiens? Oui, ça arrive. D'ailleurs, il y a beaucoup de mariages qui se font entre Blancs et Indiens. Et même à l'université à Montréal, il y a un Indien qui enseigne la langue indienne aux Blancs qui sont là. Ils vont aller, eux, dans les réserves, enseigner l'indien. Parce qu'en parlant la langue, là, ils vont comprendre pourquoi. Le pourquoi de beaucoup de choses. Oui. Quand on dit que l'Indien est paresseux, c'est plutôt le besoin qu'il a de récupérer pour faire face aux dangers plus tard. On disait dans l'histoire que l'Indienne travaillait beaucoup. Donc tout le travail manuel, c'est-à-dire ce qui n'est pas dangereux, ce qui est facile à faire, c'était la femme qui le faisait. L'homme se réservait la guerre, la chasse et toutes les choses qui étaient dangereuses. Il avait besoin de tous ces moyens pour ça. C'est la raison pourquoi il se reposait quand il était au camp. C'est pas par paresse, c'est parce qu'il fallait qu'il soit reposé, avoir tous ses réflexes. Parce que lui, il pouvait être 2-3 nuits, même une semaine sans manger et sans dormir. Il fallait qu'il le fasse. Il s'en revenait au camp, il les récupérait une semaine. Donc, on ne peut pas dire que c'est de la paresse. Voyez-vous, c'est une chose qui se comprend. Mais
en n'étant pas expliqué, les gens vont dire, hein, les Indiens sont là, allongés, ils peuvent dormir des semaines. Parce qu'ils ont fait quelque chose avant qui les oblige à dormir. Comme l'animal dans la forêt, prenez un ours, il va marcher tant qu'il n'a pas mangé. Après, il peut se reposer 3-4 jours. Mais quelle somme d'énergie il dépense avant de trouver sa nourriture? L'Indien, c'est la même chose. Il marchait pour manger, c'était sa manière, c'était sa vie. Si on fait la vie, on le comprend. Mais en ne le faisant pas, on ne peut pas l'imaginer ce que c'est. Vous savez, avoir faim 3 jours sans manger. Mais est-ce que vous avez connu ça, la faim par exemple? Oui, j'ai été 3 jours sans manger et plus que ça. Oui, coucher dehors en hiver dans des températures de 40 sous zéro. Que faisiez-vous alors? On se faisait un feu pour se réchauffer d'un endroit les mieux appropriés et tout près d'une roche, par exemple, qui, la roche, elle devenant rouge, nous jette de la chaleur. On peut dormir de 2 heures en 2 heures. On s'éveille, on fait un feu. Mais je voulais dire, pourquoi étiez-vous dans le Grand Nord à ce moment-là? Oui, c'est parce que je faisais la chasse. Et il y a un animal à fourrure qu'on appelle le pécan. Dans le temps, il se vendait très cher. Puis, le seul moyen de le prendre, c'était de marcher après quand la neige n'est pas tellement bonne. Lui, enfonce dans la neige et nous avons des raquettes. Et ça pouvait arriver qu'on marche. On était rendu beaucoup trop loin de la tente. On ne pouvait pas revenir. Donc, il fallait coucher là. Ou les tempêtes, une tempête qui prend, ou quelque chose comme ça. On ne peut pas s'en aller. C'est pour ça, il fait très froid. Mais alors vous, enfant, vous avez mené vraiment la vie nomade complète. Oui. J'ai chassé, vous savez, jusqu'à 21, 22 ans. Je chassais uniquement à la chasse. Moi, j'aurais quelque chose à vous demander. On lit souvent dans les livres que les Indiens ont l'impression que les Blancs sont venus enlever leur terrain, ils sont venus un peu les... Ça, c'est les Blancs qui leur ont donné cette impression-là. Est-ce que vous n'auriez pas plutôt l'impression qu'ils sont venus à votre aide? Oh non. Vous Non. ne verrez pas un Indien qui va penser ça. Il n'y aurait pas un Canadien français qui va penser que les Anglais sont venus à leur aide quand ils ont venu prendre Sans Québec. nécessairement les aider beaucoup, mais au moins leur donner Si je renversais la question et vous demandais est-ce que avez-vous l'impression que les frères Kirk, quand ils sont venus prendre possession de Québec, venaient vous aider? Pas tellement. Donc les Indiens... Canadiens français, peut-être non. Oui, justement. Voyez-vous, c'est la question, vous savez, peut se reposer. Là, vous pouvez le comprendre parce que la même chose vous est arrivée. Parce que l'Indien, quand... vous savez, il y a beaucoup de fourrures, il y a beaucoup de chasse, il y a beaucoup de choses ici. Faisait une vie très, très dure. Mais il s'en plaignait pas le fait qu'il ne connaissait pas mieux. Au point de vue confort. Après qu'il a vu toutes sortes de choses, là, il a souffert parce qu'il voyait des choses qu'il ne pouvait pas voir. Vous savez, c'est là ce que je dis que les gens ne peuvent pas comprendre, voyez-vous. Parce que l'Indien que vous voyez actuellement dans des belles maisons souffre beaucoup plus. Il préfère de beaucoup être dans sa tente et voyager dans le bois et avoir des animaux et avoir du poisson pêché et avoir de ces choses-là que de rester dans une maison où il y a tout le confort. Parce qu'il n'aime pas du tout le confort. C'est pas une chose qui apprécie ça, pour lui, le confort. Ce qu'il apprécie, c'est la liberté. C'est pour ça que c'est extrêmement difficile, vous savez, de comprendre, pour un Blanc, de comprendre un Indien. Vous allez voir, beaucoup d'Indiens ont des maisons et qui ont la tente au côté, ils restent en tente. Mais comment vous vous sentez pas libre par le fait? Exactement, c'est le point. Vous savez, la tente, on peut la prendre et aller ailleurs, tandis que la maison, on est obligé de rester là. Et l'Indien est un nomade, c'est un homme qui ne reste pas nulle part. Il suit, il voyage. Parce que l'Indien est absolument reculé au point de vue indien. Vous savez. Actuellement, ce qu'on connaît actuellement d'Indiens, c'est une pâle imitation des hommes qu'il y avait il y a longtemps. Il y avait des chants indiens qui ont tout été oubliés parce que, vous savez, on disait que c'était de la sorcellerie ou des choses comme ça. Est-ce que les parents font un effort pour passer les traditions indiennes à leurs enfants? Pas tellement, parce qu'on leur a fait comprendre qu'être indien, c'était un défaut. Donc, vous savez, ils ont essayé de corriger. Beaucoup d'Indiens
Ça, ils vont être gênés de parler indien devant les Blancs. Ils ont un complexe. On leur a fait tout ce qui était possible pour leur en donner. Et tout ce qui était possible de le faire, on l'a fait. Pour leur donner, vous savez, l'idée que si on ne faisait pas comme les Blancs, ça c'était bon et le reste. Vous dites on. Le on, hein, qu'est-ce qui... C'est ceux qui enseignent. D'abord, c'est le département fédéral qui, lui, avertit même les prêtres qui n'ont pas le droit de parler indien. Il leur défend de parler l'indien. Tous ceux qui envoient un peu partout, même il y a dans certaines écoles, si vous parlez indien, vous êtes puni corporellement. C'est là que vous voyez ce qu'un Indien peut penser de... Ils ont réussi, vous savez, à amener l'Indien à rien faire. Ils ont réussi actuellement, là, ils sont obligés de lui dire « fais ça ». Là, lui, de lui-même, il n'est plus capable de rien. Mais croyez-vous que ça ne s'est pas produit aussi pour tous les peuples colonisés? Oui, je le crois. Je le crois que ça a tout été la même chose au monde. Et je crois que si les Indiens avaient envahi la France, la même chose serait arrivée. Parce qu'eux-mêmes, quand ils prenaient ils faisaient la guerre, vous savez, ils faisaient la même chose avec ceux qui prenaient. Ça, c'est l'histoire du monde. Mais il y en avait tellement au commencement de la colonie, comment se fait-il que... Ils ont Il y en tué. avait si peu. Parce que les vôtres les ont tués. On ne peut pas voir tout ça. Par l'alcool, les maladies qu'ils emmenaient en même temps, c'est des épidémies. Ont entraîné des grandes... je me rappelle qu'un de mes grands-pères me parlait que dans sa tribu à lui, il en avait resté seulement 4 et il était 700. Une petite vérole, je crois. C'est-à-dire c'était des maladies contre lesquelles ils n'étaient pas immunisés du tout. Exactement, il n'y avait aucune... C'était des maladies ouais. toutes nouvelles pour eux Ouais. et certainement que ça a fait des ravages. Eux étaient immunisés contre les mouches, contre le froid, contre toutes ces choses-là. Mais pas contre ces maladies-là. Et l'alcool a créé une génération de tuberculose. Une génération de nerveux, une génération, vous savez, par l'alcool, parce que les médecins m'ont dit que l'Indien, étant de race pure, a le sang beaucoup plus fort que l'homme blanc. Puis, c'est pour ça que la réaction de l'alcool, tout peuple primitif à qui vous donnez de l'alcool, donc il n'est pas immunisé contre l'alcool, a des réactions différentes. Puis en transmettant ça à ses enfants, il transmettait des maladies qu'il transmet. Actuellement, ça remonte, vous savez, mais ça a baissé beaucoup les Indiens au Canada. Ça a devenu à presque rien. Je crois que c'était 120 000 qui sont debout. Là, c'est 265 000. Il y a beaucoup de choses qu'on ne dit pas, mais qu'on pense. À la télévision, même, j'ai répondu à quelqu'un qui me demandait si je préférais être blanc qu'être un Indien. Je lui ai dit qu'il est extrêmement difficile d'être blanc partout. Je préférais avoir le blanc en dedans, moi. Voyez-vous, ça répond à beaucoup de questions, ça répond à beaucoup de choses.